Pascal Germain, Coralie Morvan. Albert Marel a donné sa procuration à Coralie Morvan. Il doit arriver normalement. Oui, en attendant, ouais. Catherine Michelot-Varenne devrait arriver sous peu. Grégory Allenbach. Présent. Alexandra Hedesheim a donné procuration à Christophe Ollier. Fabrice Matois. Présent. Fabienne Maillefer Casolaro. Présent. Michel Frapt. Présent. Béatrice Belmont. Présente. Frédéric Lagescarde. Présente. Natacha Arnaud. Présente. Nathalie Baul donné pouvoir à Quentin Guilleux. Stéphanie Gendron a donné pouvoir à Lydie Chambeux. Lydie Chambeux. Présente. Ludovic Laforêt va être un petit peu en retard. Il a donné pouvoir en attendant à Grégory Allenbach. Éric Poirier. Oui. Céline Matonnet a donné pouvoir à Stéphanie Werbeneck. Didier Debarge. Présent. Philippe Chabanon a donné pouvoir à Valérie Merle. Valérie Merle. Présente. Laurine Closon. Elle est absente. Christiane Hardy. Présent. Christophe Ollier. Présent. Florence Iacono. Présent. Quentin Guilleux. Présent. Luc Souillard. Présent. Stéphanie Werbeneck. On va nommer un secrétaire de séance. Je vous propose Quentin Guilleux. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On va passer à l'approbation du compte rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 1, il s'agit d'une cession amiable sous conditions suspensives d'un immeuble en copropriété cadastrée section BC numéro 221 appartenant à la commune 6 place Raoul Ferraud. Je laisse la parole à Coralie Morvan, jointe déléguée aux travaux urbanisme. Alors, la commune souhaite vendre ce bien qui, tout le monde appelle Yémolo, donc comme ça au moins on sait de quoi on parle. Donc, il est composé de 5 lots. Ce bâtiment nécessite beaucoup de travaux de rénovation. En effet, les dépenses indispensables pour remettre ce bâtiment en bon état sont trop élevées pour la commune. Donc, conformément à l'article 2241 du Code général des collectivités territoriales, le service des domaines a évalué l'ensemble du lot au prix de 403 000 €, donc assorti d'une marge d'appréciation de 10%. Les services, on a travaillé avec 2 agences immobilières qui ont requis pour la mise en vente de cet immeuble, immobilier. 3 acquéreurs potentiels ont déposé leur offre d'achat, dont une supérieure à l'évaluation du service des domaines. La commune a donc retenu la proposition d'achat du 8 novembre 2023 de M. Olivier d'Auvergne au prix de 406 000 € net vendeur et avec les honoraires d'agent de 12 000 € TTC qui sont à la charge de l'acquéreur. Cette proposition d'achat prévoit, dans le respect des règles du PLU, en vigueur et sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, purgé de tout recours et d'un crédit immobilier, la création de 6 appartements d'un très bon niveau d'équipement et de finition, ainsi que la rénovation du local commercial au rez-de-chaussée, dont la destination commerciale envisagée sera définie en partenariat avec la commune. Donc cette offre s'inscrit complètement dans notre PADD, donc le projet d'aménagement du développement durable, qui est donc le projet politique du PLU, puisque l'objectif 1 était de poursuivre la valorisation et la reconquête du village. Et l'action numéro 8 du PADD, c'était de favoriser le maintien, voire l'implantation de commerces dans le village, et notamment par l'ouverture de nouveaux commerces autour de la place François Quière. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la vente de ce bien à M. Olivier d'Auvergne ou toute société qui se substituera, puisqu'aujourd'hui il l'achète à son nom propre, mais il est en train de monter une SCI, dans laquelle l'acquéreur donc sera le gérant. Cette cession sera précédée de la signature d'un compromis de vente avec le futur acquéreur. L'ensemble des frais relatifs à la vente sera donc pris en charge par l'acquéreur. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la vente de ce bien. L'acquéreur surnommé a autorisé le maire à signer le compromis de vente et l'acte de vente, ainsi que toutes les créations et servitudes nécessaires. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2, il s'agit d'une approbation de convention de mandat pour la gestion locative des bâtiments municipaux de la place François Quière. Je vais laisser la parole à Coralie Morvan.
Alors, dans le cadre de la redynamisation du centre ancien, donc ça c'est le dernier chapitre, la municipalité a réalisé une réhabilitation de vieux immeubles destinés à l'accueil de 2 commerces, un bar-restaurant, une poissonnerie, mais également à la location de 6 appart-hôtels de type 1. Donc ça c'est réalisé, ça fonctionne. Et il nous reste donc les 4 appartements destinés à un logement locatif privé dont on a 2 T2, 1 T3 et 1 T4. Alors que les appart-hôtels sont gérés par le restaurateur avec qui la municipalité a signé un bail commercial, les 4 appartements destinés à du logement locatif privé seront donc mis en location prochainement par la commune avec un partenaire avec qui il convient de contractualiser. En effet, de la mise en location de ces biens à leur suivi administratif et juridique, la gestion de ce complexe immobilier mobilise des compétences et des moyens humains dont la ville ne dispose pas. Ainsi, il convient de solliciter les compétences d'un professionnel pour la gestion de ces 4 appartements. Donc en fait, on a eu 4 dossiers qui ont été déposés à la suite de l'appel d'offres. Et en fait, c'est l'immobilière du Palais à Aix qui a été retenue. Donc en fait, on voudrait que assez rapidement, ils puissent mettre les 4 appartements en location. Donc ça a été validé, je crois, vendredi ou aujourd'hui. Donc ça va partir à la location très très rapidement et on souhaiterait que pour le début de l'année, ça soit lieu. Je vais laisser la parole aussi à Greg pour qu'il nous fasse un petit point sur les commerces de la place du village. Merci Coralie. Pour faire un petit point, donc on a bien vu dans l'été les appart-hôtels en 2 jours, la poissonnerie, les boutiques éphémères. Très bien, on a un nouveau commerce qui a ouvert le 10 novembre, Audrey Bruguière qui s'est installée sous l'enseigne Vol au vin, qui est une cave à vin. On va avoir également, d'ici la fin du mois, un magasin de seconde main et atelier de création seconde main femmes et enfants qui devrait ouvrir aussi 15 rue Victor Hugo, c'est l'ancien local du Barbier, clairement autour de la place Caire. Le 2 décembre, on a également le panier de Maëlie qui devrait ouvrir, primeur épicerie fine à la place de l'ancien Crédit Agricole. On a toujours le dossier en cours de la boulangerie. Fin du mois, les dossiers devraient être réceptionnés et clôturés. Il faut compter à peu près 2-3 mois de travaux. Voilà, on espère une ouverture au printemps. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Place Caire, au 6 Place Caire, l'ancienne maison du Druide qui est en travaux. Pareil, il devrait y avoir un commerce là en rez-de-chaussée, l'ancien immeuble du PS de Place Caire, pareil, local commercial aussi. Là c'est du privé, donc les propriétaires ont des touches sur ces 2 locaux là. Donc c'est plutôt pas mal, ce seront encore 3 nouveaux commerces qui viendront enrichir l'offre. Plus le garagier Molo, on en a parlé, il y aura également un commerce qui sera implanté sur le garagier Molo. Voilà, donc on devrait atteindre en tout cas, on sera à 22 commerces une fois que tout ça sera terminé. Nous en avions 11 au démarrage, donc on va doubler les commerces au cœur du centre ancien et on s'en réjouit fortement. Voilà Coralie. Merci. Quelles questions? Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Alors il y a l'arrivée de Albert qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Albert. Qui s'abstient? Et donc le rapport numéro 2 est rapport numéro 3, il s'agit de l'acquisition par la commune de Velot des parcelles BA67, BA65 et BA27, 6-2 rue Thiers, appartenant à l'établissement public foncier PACA. Coralie Morvan. Bon, je vais faire un petit résumé. Alors en fait, à l'époque, le PFPACA a donc racheté les 2 maisons qui sont au-dessus du parking de la Dévalade,
qui était donc au départ le projet était de pouvoir faire des logements sociaux dans ces deux maisons. On a changé un peu la destination. Ah pardon. Tout le monde a l'alarme. Pourquoi sinon donc je reprends. Du coup, voilà, donc ces deux maisons avaient été rachetées par le PFPACA pour faire un projet de logements sociaux. On a décidé de changer l'orientation du projet puisque on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir faire plutôt des parkings sur ces endroits pour avantager le centre ancien où c'est une vraie problématique de stationnement. Donc en fait, le PFPACA, pour résumer, a vendu une des maisons. Donc ça, la vente a été faite déjà il y a quelques temps. Et l'autre maison, du coup, c'est nous qui la rachetons pour pouvoir faire... Enfin, on ne rachète pas la maison, on rachète le terrain puisque le PFPACA l'a déjà dévendu. Donc le PFPACA a revendu à la commune ce terrain. C'est une emprise de 847 mètres carrés. Le terrain a été évalué donc, par les domaines à 149 400 €. Donc il est proposé au conseil municipal de procéder à cette acquisition pour un prix de 386 780 € hors taxe, soit 464 136,86 € TTC. Le prix de cession donc, par le PFPACA tient compte des frais d'acquisition, puisqu'à l'époque ils avaient acheté les deux maisons, le portage de la démolition d'une des deux maisons, ainsi que les dépenses liées à l'étude réalisée quand ils ont fait l'étude pour faire les logements sociaux. Il y a eu aussi un problème sur la maison qui a été vendue par rapport à l'assainissement, ils ont été obligés de refaire tout l'assainissement. Donc du coup, nous achetons la maison 464 136,86 € TTC. Donc pour cette acquisition, la commune a donc sollicité une subvention à hauteur de 60% auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide aux acquisitions foncières et immobilières. Et l'ensemble de ces frais relatifs à cette acquisition seront donc à la charge de la commune. Donc les frais de notaire et puis bien entendu les frais de transformation du terrain en parking. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'acquisition dite des parcelles selon les conditions précisées ci-dessus et autoriser le maire à signer l'acte de vente correspondant. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 4, exercice du droit de préemption sur un fonds de commerce 6 ZAC du Levin. La commune avenue Claude Debussy, lot numéro 4, appartenant à la société Jamais 203. Monsieur Grégory Allenbach. Oui, effectivement, nous allons parler de la liquidation du Jamais 203. Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article 214-1, vu la délibération numéro 2302DC M06 en date du 7 février 2023 portant mise en place du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux et de terrains portant destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². Vu la déclaration de cession du fonds de commerce reçue le 13 octobre 2023 par la SCP de mandataire judiciaire BR associé domicilié 7 rue Joseph Darbeau à Aix-en-Provence en vue de la cession du fonds de commerce Avelot, 6 ZAC du Levin, centre commercial de la Colline, avenue Claude Debussy, appartenant à la SAS Jamais 203 et correspondant au lot numéro 4 appartenant au bailleur. Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 6 octobre 2023 autorisant la vente du fonds de commerce au bénéfice avec la faculté de substitution au profit d'une société en cours de constitution pour la somme de 20 000 € pour une activité de restauration. Considérant que la ville peut exercer son droit de préemption commerciale en vue de permettre la sauvegarde des activités économiques de proximité, de dynamiser le commerce de proximité et de maintenir une offre commerciale diversifiée, considérant l'instabilité qui s'opère sur cet établissement depuis plusieurs années, accentuée par une offre
pléthorique sur le territoire en matière de restauration qui a amené plusieurs établissements à déposer leur bilan. Considérant la proximité d'un collège, attendu que dans le cadre de cette préemption, la ville lancera un appel à projet pour une activité commerciale et s'assurera de la qualité, de la pérennité et du choix des projets proposés. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce 6 ZAC du Levin, centre commercial de la Colline, avenue Claude Debussy, lot numéro 4, ayant fait l'objet de la déclaration de cession au prix de 20 000 €. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'exercice de son droit de préemption sur le dit fonds de commerce et à autoriser monsieur le maire à signer tous les actes afférents. Est-ce qu'il y a des questions? La destination sera toujours la restauration? Non, ça sera un local commercial, tout commerce. Donc peu importe finalement l'activité qui se présentera, le propriétaire du fonds souhaite passer le bail en tout commerce et non plus uniquement à de la restauration. Donc du coup, ça pourra permettre à différents porteurs de projets de se positionner sur ce local-là. Pour quelle raison en fait il y a eu ces cessions d'activité? Parce qu'en fait elles avaient racheté à côté. Clairement, c'est parti en liquidation parce qu'elles n'ont déjà pas réussi à terminer leurs travaux sur l'épicerie finalement à côté. Et l'activité n'était pas au rendez-vous. Et finalement ça a duré une année. Et elles sont allées un peu dans le mur. Donc c'est une année en fait, une année et après là ils ont racheté. Ouais, ça a coulé dans la foulée. Ouais. Économiquement c'est compliqué, très compliqué. Voilà. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 5, il s'agit d'un avis sur la prescription du plan local d'urbanisme intercommunal avec le pays salonnais et la définition des objectifs et des modalités de concertation avec le public. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Alors effectivement, on va attaquer le PLUI. On a commencé, mais c'est tout début. Donc en fait, le conseil municipal doit émettre un avis sur la prescription du pays salonnais, qui est composé de 17 communes. Et donc il y a plusieurs objectifs qui vont être énoncés là pour la concertation avec le public. Donc les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec le public sont d'abord 3 grandes ambitions qui guident le territoire. Donc un territoire de proximité où la qualité de vie est une priorité. Un territoire équilibré et diversifié dans sa production de logements et sa création d'emplois. Et un territoire préservant ses ressources et ses capacités naturelles et agricoles. Donc ça, c'est les 3 grandes ambitions. Et après, dans ces ambitions, on va retrouver 4 objectifs à atteindre dans ce PLUI. Donc privilégier la qualité de vie et la proximité. Donc, je vous donne les grandes lignes, après vous les avez eues toutes en détail. Ensuite, inscrire le développement démographique et économique dans une logique d'équilibre, de diversité résidentielle et de cohérence urbanisme et transport. Promouvoir et dynamiser la vocation économique du pays salonnais. Tendre vers un modèle durable adapté aux capacités du territoire et aux transitions énergétiques et climatiques. Donc en fait tout ça va être présenté au fur et à mesure de l'évolution du PLUI. Et ce lien qui va être fait donc avec les gens, donc il va y avoir une concertation avec les publics qui sera bien effectivement menée par la métropole, parce qu'en fait le PLUI, nous on va le travailler dans les services, mais il faut quand même savoir que c'est la métropole qui est le maître d'orchestre de ce PLUI. Alors les différents principes généraux des modalités de concertation avec les publics sont les suivants. Donc d'abord il va y avoir un dossier de présentation du PLUI que chaque personne pourra voir soit sur le site du PLUI sur le pays salonnais, donc ils pourront en prendre note, enfin le lire, ou alors directement sur le site de la métropole. Donc tout ça, enfin, on le communiquera nous au niveau de la communication sur le site de la ville et sur le Veloxien. Ensuite, deuxième modalité, ça sera aussi des réunions publiques qui seront donc organisées toujours par la métropole
Donc avec deux étapes de procédure. Une sur la présentation du diagnostic et des principales orientations du projet d'aménagement développement durable, donc le PADD, qui est très très important parce que ça c'est notre objectif politique. Et ensuite sur la présentation de l'avant-projet du PLUI. Donc en sachant que le PLUI, logiquement, il devrait être validé en 2027. Donc les réunions publiques seront préalablement annoncées par voie de presse ou par voie d'affichage à la métropole d'Aix-Marseille, à la direction de l'urbanisme, à la division de salon, enfin en fait tous les organismes vont communiquer là-dessus. Et ensuite la dernière modalité c'est l'expression du public. Donc il y aura 3 façons de correspondre pour en fait communiquer avec les instances du PLUI. D'abord, il y aura un registre papier, comme ça se fait régulièrement, donc il va être mis en mairie. Ensuite, il y aura des courriers écrits par lettre qui pourront être envoyés donc, au PLUI Pays Salonnais, concertation PLUI Pays Salonnais, soit par mail à une adresse électronique, pareil, du Pays Salonnais, ou alors effectivement communiquer quand il y aura aussi des réunions publiques. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur la prescription du Pays Salonnais à la définition des objectifs poursuivis et modalités de concertation avec le public. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au rapport numéro 6, il s'agit de l'approbation des conventions de réservation des logements locatifs sociaux entre la commune de Velot et les bailleurs sociaux du territoire dans le cadre du passage d'une gestion en stock vers une gestion en flux. Je laisse la parole à Fabienne Casolaro-Melpert. Alors pour mémoire, la commune de Velot dispose de 312 logements sociaux auxquels il faut ajouter les 51 nouveaux logements sur les projets des Agapantes. Le taux de logement social est donc de 8%. La commune est carencée au titre de la loi SRU, comme tout le monde le sait. La commune octroie des aides à la création des logements sociaux, que cela soit par l'attribution des subventions ou via des garanties d'emprunt. Elle a ainsi des logements réservés sur lesquels elle peut positionner des demandeurs répondant aux critères de logement, taille du ménage et revenus. Notons ici que 50% des Veloptiens sont éligibles aux logements sociaux. Les autres réservataires sont des services de l'État, du département, Action Logement, avec qui nous avons de très bonnes relations. Il y a très peu de rotation dans l'attribution de ces logements. Nous avons par exemple 7,8% de rotation sur les logements domicile. Ainsi, notre part de logements réservés est basse chaque année. La loi Elan modifie les calculs de réservation qui passent d'une gestion de stock. La commune a 3 logements réservés appartements numéro 1, 2 et 3 par exemple. Et elle passe donc d'une gestion de stock à une gestion de flux. Et c'est un calcul maintenant par rapport à un pourcentage de rotation. Cela permet d'éviter une stagnation des logements réservataires pour un même partenaire lorsqu'un locataire reste sur un temps assez long. Le décret numéro 2020-145 du 20 février 2020 précise les modalités de mise en œuvre de la gestion en flux. Les objectifs visés par ce dispositif sont d'apporter plus de souplesse pour la gestion du parc de logement social, de faciliter la mobilité résidentielle et favoriser la mixité sociale en même temps que l'accès au logement des plus défavorisés, de renforcer le partenariat entre les bailleurs et les réservataires, même pour une meilleure gestion des attributions au service de la politique du logement, et de mieux partager l'effort de relogement des ménages prioritaires. Ce passage de stock en flux se traduira par la signature par l'avis d'une convention par bailleur. Un bilan des attributions, tant qualitatif que quantitatif, sera réalisé annuellement par les bailleurs avec la ville. L'état des réservations de logements sera actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution du patrimoine des bailleurs, vente, démolition, construction nouvelle et des besoins de la ville en matière de logement. L'aboutissement de cette démarche se traduira par la signature de nouvelles conventions entre la ville de Velot et chacun des bailleurs présents sur la commune. Conventions d'une durée de 3 ans et révisables chaque année fixeront les objectifs de réservation en flux annuel de logement et les modalités de calcul du flux. Ainsi, ce nouveau dispositif permet la réservation de logements locatifs sociaux et d'autoriser le maire à signer les conventions avec chacun des bailleurs présents sur la commune. Pas de questions?
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7. Avenant à la convention du partenariat dans le cadre d'une entente intercommunale entre le relais petite enfance municipale de Pélissane et les communes de Coudoux, Lançon-Provence, Velot et Lafare-les-Oliviers. C'est Lydie qui va en parler. Lydie Chambon. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'en 2004, une convention de partenariat a été créée entre la commune de Pélissane, porteur du projet initial du relais d'assistants maternels RAM intercommunal, et la commune de Lançon-de-Provence pour 2 ans. En 2006, une convention avec une extension aux communes de Coudoux, Lafare-les-Oliviers, Salon-de-Provence et Velot est signée pour 3 ans. En 2009, une convention avec une extension à la commune de Saint-Chamas est signée pour 3 ans, selon les objectifs de la caisse d'allocation familiale. En 2012, cette convention est renouvelée pour 3 ans pour les communes de Coudoux, Velot, Lafare-les-Oliviers et Salon-de-Provence. En 2015, l'agrément du RAM municipal de Pélissane est renouvelé par la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône pour les années 2015 à 2018 et 2019 à 2022. Date d'expiration de l'agrément du RAM de Pélissane, devenu relais petite enfance depuis janvier 2022. Délivré par la CAF 13 pour les communes de Coudoux, Velot, Lançon-Provence et Pélissane. En 2023, suite à la délivrance de l'agrément du RPE de Pélissane par la CAF 13, pour les années 2023 à 2027, cette convention est renouvelée pour les communes de Coudoux, Lançon-Provence, Pélissane et Velot jusqu'en 2027, conformément à la délibération numéro 2303 DCM16 en date du 14 mars 2023. Ce relais est un espace de rencontre, d'écoute, d'information et d'aide en direction des familles à la recherche d'un mode d'accueil pour leurs enfants et des assistants maternels ou gardes à domicile. Le RPE assure une coordination des assistants maternels agréés ou gardes à domicile sur un territoire élargi, permettant de répondre à la demande, de mutualiser les coûts de soutien et d'accompagnement des familles et des assistants maternels. Le personnel du RPE territorial, employé par la commune de Pélissane, se compose actuellement de 2 agents chargés d'exercer les fonctions de responsable d'animation du relais. Ce responsable assure des prestations en direction des assistants maternels indépendants, des employés de garde à domicile et des parents de communes partenaires. La commune de Lafare-les-Oliviers souhaite réintégrer le RPE. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à la signature d'un avenant à la convention conclue pour les années 2023-2027, annexée à la présente convocation. La commune de Pélissane, porteur du projet initial du RPE intercommunal, anciennement RAM, a autorisé l'intégration de la commune de Lafare-les-Oliviers par délibération en date du 21 septembre 2023. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'avenant à la convention de partenariat portant intégration de la commune de Lafare-les-Oliviers. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cet avenant et à autoriser le maire à le signer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 8, c'est une approbation de convention d'accueil d'une manifestation organisée par la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de l'opération Lecture par Nature. Donc la métropole Aix-Marseille qui organise la 7e édition de cette manifestation, qui est comme une des actions majeures de la métropole en matière de culture, qui est très consacrée à la lecture d'ailleurs. Et c'est un événement qui est consacré à la lecture publique avec des communes partenaires du projet sur le territoire métropolitain. C'est une manifestation qui est gratuite, qui s'inscrit dans un programme d'échange culturel entre la commune et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le spectacle qui est retenu pour Velot s'intitule En mer avec François Sarano, nager et plonger avec les espèces sauvages, et qui se déroulera à la Maison pour tous, aux 4 tours à Velot, le 6 février 2024. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention d'accueil et la manifestation annexée à la présente convocation, formalisant les obligations et responsabilités de la ville de Velot et de la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de cette manifestation. D'en accepter le principe de conclure des conventions d'accueil de manifestations dans le cadre de l'opération Lecture par Nature avec la métropole, étant précisé que la métropole Aix-Marseille-Provence propose à la commune tous les ans une nouvelle manifestation dans le cadre de l'opération Lecture par Nature, selon les mêmes conditions et obligations prévues dans la convention annexée à la présente convocation. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette convention d'accueil de la manifestation Lecture par Nature et à autoriser le maire à signer donc cette convention pour 2024 ainsi que les futures. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions.
Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 9. Il s'agit d'une adhésion à l'association Empreinte Citoyenne. Gabriel, tu nous en parles? L'association Empreinte Citoyenne, créée en 2014, intervient à l'échelle nationale et œuvre en faveur de la citoyenneté au travers de différentes actions qui sont les suivantes. Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté. Proposer des outils, des méthodes et des démarches expérimentées. Inspirer, accompagner des stratégies de participation citoyenne. Faire évoluer les pratiques de gouvernance. Former les citoyens, les élus, les collaborateurs, les agents. L'adhésion à l'association permet de disposer d'outils pédagogiques, d'information et de sensibilisation en faveur de l'éducation au concept de citoyenneté grâce aux ressources citoyennes, hors personnalisation et fabrication. Quiz de la citoyenneté, expo citoyenne, jeux de loi, langage, PD de l'engagement, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement au dialogue participatif et inclusif entre les différentes parties prenantes, politiques, administration, citoyens, associations, entreprises, grâce à des conseils et des formations à l'installation d'instances de participation citoyenne. Cette adhésion permet également d'accéder au réseau national des collectivités territoriales engagées dans des démarches citoyennes. Rencontres, webconférences, partage d'expériences. En adhérant à l'association, la commune a la possibilité de candidater au label Village et Ville Citoyenne. Ce label est un outil de reconnaissance et de valorisation pour les communes menant des actions en faveur de la participation, l'implication et l'engagement des citoyens. Les 7 thèmes d'engagement Village, Ville Citoyenne sont compréhensibles, clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus, la transparence, renforcer la confiance à l'égard des décisions territoriales et des élus, collaborative, construire une culture et une pratique de la participation, solidaire, animer et soutenir les convivialités et solidarités, valorisante, encourager et valoriser l'initiative citoyenne, inclusive, accompagner la capacité de toutes et tous à être acteurs, engagés, relever les défis de la ville avec les citoyens. L'adhésion à l'association donne lieu à une cotisation annuelle établie selon la strate de population de la commune. L'adhésion d'une commune de 2500 à 10 000 habitants est de 400 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adhérer à l'association Empreinte Citoyenne et de candidater au label Village et Ville Citoyenne. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette adhésion à cette candidature. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, bah écoutez, on va passer au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 10, il s'agit de la création d'un conseil municipal des jeunes, le CMJ. Je laisse la parole à Catherine Michaud-Varenne, c'est ça? Alors c'est Didi, je vais prendre la parole, je suis désolé, excuse-moi. C'est pas grave. Non, Didi, vas-y. D'accord. Conformément à l'article L1112-23 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, la commune peut créer un conseil municipal des jeunes, CMJ, pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de la jeunesse. La création de cette instance citoyenne permet de promouvoir la citoyenneté et la démocratie, le dialogue entre les jeunes et les élus, de créer du lien social et intergénérationnel, de rendre les jeunes davantage acteurs de la vie locale, de recueillir leurs propositions, de les impliquer dans la mise en œuvre de différents projets. Ce CMJ permet en effet d'être à l'écoute des jeunes, tant au niveau de leurs besoins que des orientations à prendre en matière de politique jeunesse. Au sein de ce CMJ, les jeunes élus s'exprimeraient librement sur les sujets de leur choix et des projets pour le bien commun et de l'intérêt général. Jusqu'à présent, la commune de Velot ne disposait pas d'un conseil municipal des jeunes et en ce sens, la création de cette instance constitue un progrès
vers la prise en compte des idées et préoccupations des jeunes voloxiennes et voloxiens. En application de l'article 1 L 1112-23 du CGCT précité, les modalités de fonctionnement et la composition du conseil municipal des jeunes sont fixées par délibération. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de créer un CMJ en partenariat avec l'espace jeune LEC Grand Sud, délégataire enfance et jeunesse comme suit. Les jeunes concernés sont des collégiens à la date de la rentrée scolaire 2023-2024 et doivent être domiciliés sur la commune de Velot. 5 jeunes seront élus par niveau de la 6e à la 3e. Le CMJ se composera donc au maximum de 20 conseillers, filles et garçons. Les jeunes sont élus pour 1 an. Des séances plénières auront lieu 4 fois par an et réuniront l'ensemble des élus sous la présidence du maire ou de l'élu délégué à la jeunesse. Des rencontres mensuelles auront lieu 1 fois par mois dans le centre de loisirs LEC Grand Sud afin de permettre d'organiser des temps d'échange, de réflexion autour de l'activité et des projets envisagés par le CMJ. Des commissions pourront également être organisées durant le temps méridien directement dans l'établissement scolaire du collège Roquepertuse. Les jeunes élus pourront être amenés à participer à des cérémonies officielles, 11 novembre, 8 mai, etc. et à des animations culturelles et festives, marché de Noël, fête de la famille, festivités du Paris, etc. Le directeur jeunesse du centre de loisirs LEC Grand Sud sera l'interlocuteur principal des jeunes. Il sera soutenu dans certaines de ses missions par le directeur du pôle famille et association de la commune de Velot. Le CMJ sera encadré par 4 élus référents, Catherine Michaud-Varenne, Grégory Adambach, Lydie Chambeux et Quentin Guilleux. Le règlement intérieur du CMJ sera élaboré ultérieurement par les jeunes élus eux-mêmes et préalablement présenté lors de la première réunion plénière du CMJ. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la création d'un conseil municipal des jeunes dans des conditions susvisées. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, il s'agit du versement d'une subvention d'investissement au profit de l'hôpital de Salon de Provence. Je laisse la parole à Albert Marel, adjoint délégué aux finances. L'hôpital de Salon. Le 4 juin 2019, le conseil municipal a approuvé la création du syndicat intercommunal à vocation unique. Ce syndicat était chargé de l'acquisition du terrain pour la construction du nouveau centre hospitalier de Salon de Provence. Le CIVU, donc ce syndicat, c'est 20 communes, 183 166 habitants. Chaque commune s'est engagée à participer à l'acquisition du terrain sur la base d'un forfait de 10 € par habitant. Calcul fait par l'INSEE au 1er janvier 2015. Pour notre commune, on était 8 876 habitants, donc 88 760 € de participation. Il faut savoir que l'achat du terrain de 9,5 hectares sur la zone des Gabins était estimé à 4,5 millions d'euros. Le projet, qui date d'une dizaine d'années, a été officiellement validé le 11 mai 2023. Il concerne la création d'un centre hospitalier d'environ 270 lits, une ouverture prévue en 2028. En plus de l'hôpital, il est prévu un village santé, une résidence hôtelière, des parkings, des laboratoires et bien d'autres choses. La partie financement public s'élève à 167 millions d'euros. Le budget est bouclé, le financement est décomposé de la manière suivante. Salon et le CIVU, 7 millions d'euros, l'État, 98 millions d'euros, le centre hospitalier salonnais, 23 millions d'euros, la vente foncière de l'existant, 17 millions d'euros, la métropole, 10 millions, le département et la région, 6 millions chacun. En ce qui concerne notre participation de 88 760, nous avons l'obligation de les amortir. Nous avons décidé de les amortir sur 30 ans. La nouvelle nomenclature, la N57, nous permet de neutraliser cet amortissement. Donc on va le faire pour ne pas réduire nos marges de fonctionnement. Avez-vous des questions? Pas de questions. Monsieur le maire, nous allons passer au vote. Oui, il s'agit de toute façon d'un projet qui a été mené par mon prédécesseur avec les maires du territoire. On est tous d'accord pour dire qu'il nous manque des hôpitaux dignes de ce nom, surtout sur notre territoire.
Donc c'est un projet qui date de longtemps. Il y avait un engagement qui était pris au moment où le projet serait validé. Chacun participait à raison d'une population et selon les critères mis en œuvre par l'INSEE. Et donc voilà, le moment de payer est venu. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on soit dans les temps pour livrer cet hôpital qui apparaît comme étant vraiment un hôpital de très très haute qualité, avec un corps médical qui sera aussi de très bonne qualité. Je crois que le maire de Salon qui sur le sujet est très, très engagé là-dessus et se bat vraiment pour avoir les meilleurs médecins et chirurgiens possibles. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour le territoire, même si on est toujours surpris d'avoir à sortir cette somme-là. Mais il faut le faire, c'est pour le bien de nos habitants. Donc si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Rapport numéro 12. Il s'agit d'une décision modificative numéro 3 au budget primitif 2023 de la commune. Je vais laisser la parole à M. Albert Marel, adjoint délégué aux finances, bien entendu. L'historique, donc en mars 2023, on a voté le budget primitif, on a voté un budget en suréquilibre à 815 000 €. Le 6 juin, au mois de juin, nous avons voté la décision modificative numéro 1 avec un déficit de 120 000 €. Donc le budget en suréquilibre est passé à 695 000. En septembre, la décision modificative numéro 2, un déficit de 55 000. Le budget sur équilibre est passé de 640 000. Donc on est passé de 815 000 à 640 000. Aujourd'hui, on propose la décision modificative numéro 3, avec une bonne nouvelle, un impact positif sur le budget de 280 000 €. Donc, rapidement, pourquoi on fait ces dépenses, cette décision modificative? Donc, en fonctionnement, en dépenses réelles, on est à plus 82 000 €. Et en recettes réelles, on est à plus 362 000. Donc 362 moins 82 égale 280. Donc le fonctionnement, on a 27 000 € de fonctionnement supplémentaire, des besoins pour les services techniques, des ajustements de subventions, caisse des écoles. Et qu'est-ce qu'on a encore de pour ça? Oui, une contribution supplémentaire, dépense supplémentaire pour la contribution du FPIC, 12 000 €, Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. En investissement, donc on vous en a parlé, donc des nouveaux besoins, acquisition du terrain Parisis, 464 000 €, la préemption du bar, 22 000 €. On vient de parler du CIVU, versement de 88 000 et quelques euros pour l'achat du terrain. Ensuite, on a un index de l'informatique. Pour les services techniques, des OLD supplémentaires, des outillages. Et pour la police municipale. Oh le lapsus. Comme c'est des caméras et des équipements. 25% des caméras ne fonctionnent pas. Vous allez sûrement demander la parole après, vous pourrez en parler si vous voulez. On restitue des crédits pour des dépenses non réalisées, donc comme a décalé en 2024, le PENTRAC, le casquette des écoles et l'atelier partagé. Et on a aussi un projet qui est annulé, la chèvrerie. Reporté? Oui. Moi j'ai annulé. Tu peux dire qu'il est reporté. Il est reporté. En recettes et cessions, donc on a le remboursement de la métropole pour la zone de 33 000 €. On a un réajustement du PIC dans la partie dépenses, on avait 12 000 de dépenses supplémentaires du PIC et là on a pour le PIC on a 69 000 € de plus. On a une augmentation des attributions de compensation de la métropole de 36 000 € le parking. Ensuite, en investissement, en nouvelles recettes, donc la vente du garage des Molos. Et on enregistre les subventions qui ont été votées pour l'informatique, les bâtiments. Et on rend les crédits non réalisés de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les dépenses, donc les casquettes des écoles, le PENTRAC et l'atelier partagé.
et le report de la chèvrerie. Donc avec tout ça, on est à 280 000 € et on sur de positif, et notre excédent passe à 920 000 €. Donc on avait voté un budget à 815, on est tombé à 640 et là on repasse à 920. Voilà, si vous avez des questions. Comme il le dit avec beaucoup d'entrain, Albert, en vérité c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, parce que ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est le fruit d'un souci de bonne gestion. Et avec ce qui a été présenté avec l'EDM, en fait, on est en suréquilibre. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Non mais c'est vrai, tu caches un peu ta joie. Je pense que parfois il faut savoir la montrer, parce qu'on a l'impression qu'on retient que ce qui a été dépensé. Malgré les grosses dépenses qu'on a eu à faire, notamment pour l'hôpital et pour les projets qu'on a mis en œuvre, on a un très bon résultat aujourd'hui sur notre fonctionnement et un résultat d'équilibre sur nos investissements. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Quand les temps sont durs, il faut le dire, mais quand on s'en sort un peu bien parce que voilà, on a su faire face, il faut aussi le dire. C'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et en ce qui concerne la chèvrerie, qui est un projet mené avec un certain lobbying, on va dire, du département, et je dis qu'il est reporté parce qu'effectivement nous avons annulé la dépense, oui. Mais je dis qu'il est reporté parce que la question n'est pas de dire qu'on ne le fera jamais, mais qu'aujourd'hui, avec la période qu'on traverse et puis ce qu'on est en train de faire, c'est pas le moment de dépenser de l'argent pour une chèvrerie. Voilà. Donc on repousse, ça ne veut pas dire qu'on le fera, mais il n'est pas question de dire qu'on ne le fera pas. Il verra quand ce sera le moment ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le rapport numéro 12 est adopté. On passe au rapport numéro 13. Il s'agit du recrutement d'un formateur vacataire, bâton de défense et technique professionnelle d'intervention. Dit-on pas, c'est ça ? Dit-on pas, comme spécialiste du combat. Bon, je laisse la parole à Fabrice Matois, Jean-Éric Gall, sécurité. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante. Je vais vous faire une démonstration. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante que les agents de police municipale sont dotés d'armes de catégorie B, correspondant au pistolet automatique, et les deux âges correspondant au bâton de défense, mais aussi les agents doivent subir des techniques d'intervention. Pour information, ce sont des techniques d'interpellation plus ou moins locales. Dans le cadre du maintien des acquis professionnels annuels par 2 séances, il est obligatoire de prévoir les entraînements conformément aux dispositions des différents arrêtés ministériels, 14 avril 2017, du 23 décembre 2020, portant dérogation d'entraînement annuel au maniement des armes police municipale. Pour ce faire, il y a lieu de recruter un formateur vacataire ayant le certificat de compétence au moniteur de police municipale à l'usage des bâtons de défense et aux techniques d'intervention. Et ce, dans un souci d'apporter la preuve auprès de la préfecture des séances pratiquées et de l'habilitation du formateur vacataire. Sachant que ces formations ne peuvent pas être dispensées pendant ce crédit. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de recruter un formateur vacataire afin de dispenser cette formation dans les conditions suivantes. Rémunération afférente de séances d'entraînement de 3 heures par agent par an pour un tarif de 95 € pendant une position. À l'issue de chaque formation, le moniteur remettra les attestations annuelles de formation des agents correspondants et 2 séances au service formation de la commune, se chargera de les transmettre à la préfecture. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le recrutement du dit formateur vacataire, bâton de défense, technique professionnelle d'intervention, selon les conditions précédemment exposées. À vous, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Ça fait que c'est bon, tu vas pouvoir sortir. Donc, rapport numéro 14. Approbation des rapports de la CLECT portant évaluation des charges transférées entre la métropole et les communes membres au titre des transferts et restitutions de compétences. Là aussi, alors pour rappel, la CLECT, c'est vraiment l'organisme qui est chargé de faire les calculs de rétribution des attributions de compensation, en réalité des sommes qui correspondent aux délégations qui remontent à la métropole. La bonne nouvelle cette année,
on en avait parlé, je crois, quand on avait parlé du dernier budget de la métropole, c'est que les attributions de compensation, qui représentent quand même une source pour nous financière importante, étaient possiblement remises en cause pour le prochain budget de la métropole. Et là, il ressort que les attributions de compensation des villes de la métropole ne seront pas touchées cette année. En parlant de ça, et de la DSC, pas la DFCI. La DSC, non, la dotation de solidarité communale, ne sera pas non plus impactée cette année, donc c'est une très bonne nouvelle. On s'attendait à ce que voilà, mais il y a eu des choix de fait au niveau financier au niveau de la métropole, notamment de récupérer de l'argent sur certains projets et qui font que voilà, on n'est pas touché de ce côté-là. C'est une très bonne nouvelle. Sur l'argent que l'on n'aura pas en moins, en tout cas de ce côté-là. Je laisse la parole à Edouard Marel. Ok, donc en application de la 3DS entre la métropole et ses communes membres, la répartition des compétences a été modifiée. Donc la CLECT a présenté son rapport en métropole sur l'évaluation des compétences transférées et il appartient aux conseils municipaux des communes d'approuver par délibération les rapports de la CLECT dans un délai de 3 mois. Ces rapports doivent être approuvés par les 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population. Une fois adoptés par la majorité qualifiée des communes, les montants de charges transférées seront pris en compte pour déterminer le montant définitif de l'AC pour chaque commune. Alors pour Velot, pour faire simple, nous récupérons les compétences DECI, défense extérieure contre l'incendie, et les aires de parking et de stationnement. Vous avez un annexe de rapport de la CLECT. Voilà, donc on vote pour tous les rapports qui ont été faits pour l'évaluation pour toutes les communes, et nous on est concernés que par de ça. Avez-vous des questions? Pas de questions. Ça représente un montant de à peu près 80 000 euros. Entre 3 000 et 36 000. Voilà. Donc c'est pas non plus rien. C'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est l'unanimité pour le rapport 14. Rapport numéro 15, approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de dette récupérable relative aux compétences transférées au 1er janvier entre la commune 2023, entre la commune et la métropole Aix-Marseille. Albert, Marel, oui, vous en dites 2 mots. Le Code général des collectivités territoriales précise que l'ensemble des droits et des obligations, y compris les dettes, doivent être supportés par la commune une fois le transfert réalisé. Les quotes-parts d'emprunt et le montant annuel des remboursements ont été évalués par la CLECT. Pour Velot, l'avenant numéro 1, qui était un annexe à la convocation, l'avenant numéro 1 de la convention prévoit d'exclure les dettes afférentes aux compétences DECI et parcs et aires de stationnement, ce qu'on a vu tout à l'heure qui était transféré chez nous. Ces compétences étant restituées à la commune, nous n'avons aucun emprunt spécifique sur ces domaines. Sur les autres compétences métropolitaines, rien ne change. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Rapport numéro 16, il s'agit d'une adhésion au pôle santé, médecine professionnelle et préventive et prévention et sécurité au travail du centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Encore M. Albert Marel qui va nous en parler. Alors, la convention d'adhésion qui lie la commune au pôle santé, médecine professionnelle et préventive et prévention et sécurité au travail arrive à échéance le 31 décembre de cette année. Le centre de gestion, le CDG 13, propose de renouveler cette convention pour une durée de 2 ans, applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Cette convention regroupe l'ensemble des prestations du pôle santé permettant de mieux accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Elle comporte des prestations liées notamment à la surveillance médicale des agents lors des visites médicales obligatoires et occasionnelles dans les locaux mis à disposition par la mairie. L'action sur le milieu professionnel. La fonction d'inspection avec la désignation par le centre de gestion d'un agent chargé de la fonction d'inspection. La fonction de conseil.
qui concerne la médecine professionnelle et préventive, la participation forfaitaire annuelle est calculée en fonction de l'effectif déclaré en début d'année par la collectivité. Elle est évaluée à 65 € par agent. En ce qui concerne la prévention et la sécurité au travail, le coût forfaitaire annuel est de 1 839 €. Il est déterminé en fonction de l'effectif de la collectivité. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au pôle santé CDG 13, comme on avait déjà, et d'approuver la convention différente annexée à la présente convocation. Avez-vous des questions? Pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Effectivement, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 17, il s'agit d'un donner acte des décisions du maire. Il s'agit d'une convention de mise à disposition de locaux pour l'association Vélo Jumelage, convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour le CRILJ 13, convention de mise à disposition d'un local municipal et de 2 boulodromes pour l'association La Boule Veloxienne, convention de mise à disposition d'un local municipal pour l'association Dragon Thai Boxing, une convention de mise à disposition d'un local municipal pour l'association Vélo Arts Martiaux, un renouvellement de la convention de mise à disposition d'un terrain communal pour l'association Les Ailes de Vélo, collé de l'Aigle, des baux précaires pour le 1 rue Jean-Jacques Rousseau. Ok, il s'agit donc du bâtiment des boutiques éphémères. Pour la culture, l'institution d'une régie de recettes de l'espace Nova Vélo, un encaissement des droits d'entrée au spectacle et des produits afférents à la location de l'espace Nova Vélo, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour le comité des fêtes, une exonération exceptionnelle des droits de place pour l'occupation du domaine public par les commerces ambulants lors de la soirée Octobre Rose 2023, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour l'US Vélo Foot. En ce qui concerne la population, une attribution d'une concession de 50 ans au cimetière Saint-Martin-le-Bas et une attribution de concession de 15 ans à Saint-Martin-le-Haut. En ce qui concerne les services techniques, une attribution du marché de collecte des végétaux avec un marché à procédure adaptée, d'une cession à titre onéreux d'un véhicule de marque Renault immatriculé CL801XG. C'est un vieux Carpodium qui ne servait plus à rien et qui surtout ne pouvait plus faire rouler et qui a été cédé en l'état, je crois pour la somme de 3 000 €. Si en ce qui concerne l'urbanisme, une demande de subvention départementale, acquisition par la commune des parcelles BA numéro 65, 27 et 67, 6, 2 routières appartenant à l'EPF PACA. Voilà, il s'agit du site Parisis sur lequel seront faites des places de parking. Voilà. Ensuite, on donne acte. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vous remercie. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions de l'opposition. Alors, les questions, les questions ont été reçues hors délai, mais donc il y a un rappel au règlement, 48 heures avant le CM. Les questions ont été reçues le 19 11 à 16h56 par mail par Madame Valérie Merlin. Bon, néanmoins, les réponses seront apportées. Veuillez trouver ci-dessous les questions pour le prochain conseil municipal, M. Didier Debarge, qui nous dit que de plus en plus de personnes pratiquant régulièrement leur activité associative au premier étage du bâtiment de 4 tours éprouvent des difficultés à gravir l'escalier extérieur et se trouvent ainsi privées d'activité. Or, le monte PMR ne fonctionne plus depuis bien longtemps, il est probablement plus aux normes. Le service technique a été informé par les associations de cette situation et prévoit de chiffrer son remplacement. Pouvez-vous nous confirmer que ce besoin lié à la sécurité des personnes sera bien pris en compte par la commune dès 2024? Dans l'attente, suggestion est faite de le démonter afin de désencombrer le bas de l'escalier et de permettre un accès plus fluide et sécurisé. Donc effectivement, c'est un équipement que c'est moi qui réponds, hein, c'est toi qui veux le faire. Okay. Bon, c'est un équipement qui dysfonctionne depuis plusieurs années, même depuis très longtemps. Même au moment où d'ailleurs il fonctionnait, d'ailleurs M. Debarge doit bien connaître l'histoire puisque je pense qu'il était sur il a dû fonctionner le jour de l'inauguration depuis. Voilà. Donc voilà. On est donc sur un équipement effectivement qui ne fonctionne pas. Donc le remplacement de cet ascenseur il est assez élevé puisqu'on est sur 50 000 € hors taxe.
C'est un projet qui avait été envisagé dès 2020, mais auquel la collectivité a dû renoncer face à la faiblesse des cofinancements de l'État pour le réaliser. Néanmoins, et s'agissant d'une obligation réglementaire, la ville poursuit ses efforts pour remplacer cet équipement en recherchant de nouvelles sources de financement. Le démontage de l'équipement dépendra de la solution technique retenue. Je me souviens très bien que c'est un financement qu'on avait mis à l'ordre du jour il y a 1 an ou 2, et ça fait partie des choses qu'on avait repoussées parce que tout simplement on avait des grosses inconnues en termes de finances avec l'explosion énergétique, et il y avait certaines choses qu'on avait vues sur lesquelles, quand on doit faire des coupes pour économiser plus de 400 000 euros, notamment sur ces choses-là, on avait dû faire des coupes dans les investissements, et ça faisait partie des choses qui avaient été reportées. On est conscient qu'il y en a besoin aujourd'hui, donc dès qu'on va pouvoir avoir un cofinancement, on va le remettre à l'ordre du jour et on fera en sorte que ce soit fait. Dans un premier temps, si j'ai su répète, c'est un démonté du parc. Oui, j'ai compris. Oui, mais en fait, comme on ne sait pas ce qu'on va faire, si on fait un ascenseur ou si on repart sur un système un peu identique, du coup, on ne voulait pas les démonter avant. Voilà. Non, mais d'accord, mais... on ne sait pas encore de quelle manière il va être réparé. Si on reste sur la base et sur le socle, si on le change, on sait pas. En sachant que c'est 2 fois moins cher de remettre un système comme il y a déjà qu'un ascenseur. Voilà. Mais en tout cas, les services travaillent. Par contre, moi, pour le prendre quand même de temps en temps, ça gêne par rapport à quoi? Ça réduit la charge. Oui, ça a réduit, mais il y a quand même. Oui, ça réduit. Bon, de toute façon, on est conscient qu'il va falloir le faire, et dès qu'on va pouvoir, on le fera. Une question de Valérie Merle via un Voloxien, ce fameux Voloxien. Une promesse d'achat a-t-elle été signée par un promoteur pour le projet des Esprados? Tu veux y répondre? Comme tu veux. Allez, vas-y. Alors, effectivement, il y avait une promesse d'achat qui a été signée, puisque le 17 décembre 2019, ça a été validé en conseil municipal, comme quoi il y avait donc une promesse de vente qui se signerait. Et cette promesse de vente a été signée le 3 mars 2020 pour un montant de 1,5 million d'euros. Donc cette promesse de vente, elle avait été signée à l'époque avec la société Upside. Alors je crois que c'était un autre nom à l'époque, mais ça a changé de nom, enfin, c'est la même personne. Donc arrivé à échéance, cette promesse de vente a été réitérée puisque on a changé le projet des Esprados. Donc effectivement, on a retravaillé sur le projet. Du coup, dans le temps, la promesse de vente est tombée à l'eau et on a re-signé une promesse de vente le 16 décembre 2022 et nous ne l'avons pas passée en conseil municipal puisque la somme, la vente était identique. On est resté sur 1,5 million d'euros. Donc je sais qu'on a eu une demande du collectif des Esprados à ce sujet. Nous avons, on a partagé cette demande avec notre avocat et aujourd'hui on va leur envoyer une réponse puisqu'ils pourront venir voir cette promesse de vente mais uniquement à l'urbanisme. Ils n'auront pas une copie de la promesse de vente. Donc vous attendiez la réponse de l'avocat pour répondre à ce collectif. Tout à fait. Donc là ça y est, je crois qu'elle est arrivée vendue, la réponse. Donc ils vont recevoir un courrier, ils pourront venir la voir en vidéo. En ce qui concerne le contentieux, qui a été introduit contre la modification numéro 3 du PLU, elle est gérée par la métropole, par nous, et donc elle est en responsabilité sur ce sujet. C'est elle qui fait ce qu'elle a à faire, et nous on se pliera bien entendu à ce qui sera décidé ou pas à ce moment-là. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est tout, semble-t-il. Si vous le voulez bien, clore ce conseil municipal en remerciant une fois de plus TV Velo d'être là pour filmer, toujours présent, les agents de la ville qui sont là aussi pour faire en sorte qu'on ait les meilleurs éléments pour travailler. Je les remercie vraiment. Et puis je vous remercie à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt.